Après le terrible meurtre de la jeune Philippine, nombre de journalistes et de responsables politiques ont évoqué le fameux état de droit, le plus souvent pour justifier la mise en liberté d'un individu dangereux dans la nature. Mais que cache réellement cette expression très galvaudée ? A-t-elle encore un lien avec la primauté du droit sur l'action politique et institutionnelle ? Décryptage de l'emploi d'une expression dont le sens semble bien avoir été raflé par l'idéologie dominante. Vendredi après-midi, Philippine devait se rendre chez ses parents à Saint-Quentin en Yvelines après avoir déjeuné au restaurant universitaire de Paris-Dauphine. C'est une disparition qui est inquiétante. Pourquoi ? Parce que c'est une jeune majeure, elle a 19 ans, c'est une jeune fille sans histoire qui normalement aurait dû arriver à je ne sais pas quelle heure et qui n'arrive pas. Sans nouvelles, sa sœur a donné l'alerte à 23h au commissariat du 16e arrondissement. Au téléphone, elle ne répond plus, donc forcément la famille s'inquiète à juste titre. Hier après-midi, la famille de l'étudiante de 19 ans avait réuni une cinquantaine de personnes et organisé une battue. La géolocalisation de son téléphone a permis de découvrir le corps partiellement recouvert, avec un genou et un bras sortant de terre. Le travail des enquêteurs va être de savoir où est-ce que son présumé agresseur a croisé le chemin de Philippine. Et à quel moment est-ce qu'il a décidé de la suivre et ensuite de l'agresser ? Si ça se trouve, c'est peut-être pas forcément nécessairement dans le bois de Boulogne proprement dit, mais c'est peut-être aux abords immédiats de Paris, d'une zone urbaine. Le bois de Boulogne, par rapport à ce qu'on en connaît, par rapport au secteur de prostitution en particulier, avec énormément de travestis, ça va être l'allée de la Reine Marguerite. Et l'allée de la Reine Marguerite est un axe nord-sud qui est en plein cœur du bois de Boulogne, et c'est un secteur qui est quand même très très particulier. Son parcours, autant que je sache, ne passait pas par ces secteurs extrêmement criminogènes, mais était en périphérie. C'est la colère qui domine ce matin en découvrant le profil du meurtrier présumé de Philippines. Interpellé en Suisse, ce Marocain de 22 ans en situation irrégulière avait déjà été condamné pour viol. Il était sous le coup d'une OQTF et la veille du meurtre, le suspect avait été inscrit au fichier des personnes recherchées parce qu'il ne respectait pas son obligation de pointer. Cet assassin qui était récidiviste devait faire 7 ans, ce qui est déjà pour un viol pas beaucoup. Il est libéré au bout de 5 ans, ce qui est quand même vraiment bizarre. Et en plus, c'est pas le Maroc qui refusait de le reprendre, puisque le passeport, si je puis dire, de retour au Maroc est arrivé 3 jours après qu'on l'ait libéré. Et en plus, le juge qui le libère, le magistrat qui le libère, dit il est dangereux et il est potentiellement récidiviste. Donc on a une quintessence de tous les défauts absurdes du système policier judiciaire français. Bon. On a tardé à recevoir le laissez-passer consulaire. Je crois qu'il y a eu un cafouillage administratif français. D'ailleurs, c'est même pas du côté des autorités marocaines que ça a cafouillé. Donc il y a eu ce cafouillage administratif, et puis qui a entraîné lui-même une longue durée, un long délai avant d'obtenir le laissez-passer consulaire pour expulser cette personne-là vers le Maroc. Et entre-temps, on a un droit qui veut à tout prix éviter la prison et veut à tout prix protéger les accusés, les criminels et les délinquants, et qui fait que la loi le dit, que le recours à la prison ne doit être prononcé qu'à titre exceptionnel. Tout le monde est tombé sur le dos du juge des libertés et de la détention. Mais ça a été, à mon avis, un peu injuste parce que elle était complètement enfermée dans les textes, puisque il aurait fallu pour qu'elle puisse prolonger jusqu'au délai de 60 jours, je crois, oui, la rétention, que dans les 15 derniers jours, l'individu ait commis un acte de nature à porter atteinte à l'ordre public. Or, vous pensez bien que dans les 15 derniers jours, ces individus se tiennent relativement tranquilles. Il semblerait que le délai de rétention en centre de rétention administratif aurait dû être allongé. Et s'il avait été allongé, peut-être qu'on aurait évité, ou en tout cas on aurait remis à plus tard ce crime, parce que bien souvent, les gens qui ont envie de commettre un crime, ils le commettent tôt ou tard. La première victime du viol qui, rétrospectivement, elle l'a dit, elle, bien sûr, s'en est sortie, et elle a presque un sentiment de culpabilité, de dire je m'en suis sortie, mais elle en veut à la société, elle en veut au dysfonctionnement judiciaire. C'est ce qu'elle a expliqué dans une lettre. Oui, il faut rappeler que cette jeune femme, étudiante à l'époque des faits, a subi donc un viol par tas, qui venait juste d'arriver
de son pays d'origine, le Maroc, via l'Espagne. L'agression a été particulièrement sauvage. Elle a duré 90 minutes. C'était en 2019 et c'était déjà dans un bois, le bois de Taverny dans le Val d'Oise. Le discours, par exemple, du ministre de l'Intérieur, moi, ça fait depuis la France Orange Mécanique le 6 ou 7e que je vois tenir exactement ce discours-là. Plus de fermeté, les coupables seront punis, etc. On ne laissera rien passer. Il faudrait vraiment que la population arrête de se contenter de ses promesses. Je sais que ça plaît à l'opinion, on lui donne ce qui lui plaît. Mais si on se contente encore de ça sans voir que le pouvoir du ministère de l'Intérieur réel, il est très très modeste, que face à lui, il a toute une administration, il a cet appareil gigantesque, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le machin, les juges, le fameux État de droit, l'Union européenne, enfin toutes les directives possibles et imaginables pour l'empêcher de se rapprocher de la volonté populaire. Eh bien, si on ne voit pas ça, on va continuer à être le spectateur de la dégénérescence du pays. Enfin, quand on voit les histoires de viol sur qui sont quand même récurrents sur des femmes âgées de plus de 90 ans, plus qu'une pulsion sexuelle, on voit de la haine. On est obligé de lire de la haine parce qu'il n'y a pas d'identification, parce qu'il n'y a pas de cohésion culturelle. On se demande si les hommes qui font ça chez nous le feraient dans leur pays. Et j'ai de gros doutes sur le fait qu'ils le feraient chez des grands-mères dans leur pays d'origine. Quand on voit la barbarie que subissent des personnes âgées, quand on voit des personnes âgées, 90 ans, plus, qui se font taper dessus, quand on voit des femmes de 95 ans qui sont violées, je veux dire, violées à l'hôpital à 95 ans, la femme en meurt. Je veux dire, quel est le Français normalement constitué qui, dans un coin de sa tête, ne se dit pas « mais je suis en danger et ceux que j'aime sont en danger ». Et ça, il faut faire taire ce discours. Il faut absolument l'assimiler à un discours haineux, à un discours d'extrême droite, et il faut le faire taire par tous les moyens. Je dirais que les magistrats ne sont pas, comme on peut le penser, laxistes, mais on leur demande de l'être. Alors, les magistrats, notamment peut-être les membres de votre syndicat, ne sont pas laxistes, mais certains d'autres le sont. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis, les magistrats ne sont pas plus laxistes. Il y a de tout dans les magistrats, vous avez tout. Mais je veux dire, c'est pas un corps laxiste, c'est pas ça. Mais on leur demande de l'être. Qui demande aux magistrats de ne pas incarcérer? Qui vote les lois? Qui n'a pas construit les places de prison? Qui, en permanence, rajoute des obligations de motivation? Encore en service, dans le cadre d'enquête, quand j'avais des magistrats au téléphone qui me disaient « bon, écoutez, dans ce cas-là, vous allez faire ceci pour telle raison légale », le lendemain, j'avais un autre magistrat et il me disait le contraire de ce que m'avait dit son collègue la veille, en se référant au même texte, parce que l'appréciation des textes est une appréciation humaine, et les magistrats eux-mêmes, qui sont supposés peut-être mieux connaître les textes législatifs que n'importe qui, les magistrats eux-mêmes s'y perdent, plus personne n'y comprend rien, ni les policiers, ni les magistrats, ni les avocats, plus personne ne comprend rien à ce droit qui s'applique en matière de procédure pénale. Ce qu'on appelle l'incarcération aujourd'hui, c'est une plaisanterie. Comment voulez-vous avoir une pénitentiaire qui fonctionne sérieusement avec comme ministre de la Justice un individu qui a passé sa vie à faire en sorte que les gens en sortent? En plus de ça, dans l'histoire de la Ve République, il y a l'origine de tout. Le général de Gaulle haïssait les magistrats. Quand il a fondé la Ve République, il haïssait les magistrats. Pourquoi? Parce que quand il est parti à Londres, au même moment, tous les magistrats de France, sauf un seul, à l'époque, ça devait être 1 sur 4000, a prêté serment au maréchal. Il revient 4 ans après, à Paris, au moment de la Libération, ils étaient tous gaullistes. Ah, il l'a très mal pris. Alors, il avait son magistrat qu'il connaissait bien, René Cassin, qui étant juif, était parti à Londres pour éviter les histoires de Vichy. Et donc, il disait, Cassin, je veux une cour de sûreté de l'État, j'en veux pas, j'en veux une autre, etc. Et voilà, il les traitait au pied au cul, quoi. Donc, sous la Ve République, la fonction de magistrat, qui était une fonction très noble, et s'est recroquevillée. Jamais, depuis le début de la Ve République, les magistrats n'ont eu les budgets qu'il leur faudrait pour fonctionner. Et à l'heure actuelle, c'est un ministère rikiki. Le droit des étrangers, c'est devenu
une industrie commerciale. Quand on voit le montant du coût de l'aide juridictionnelle, malheureusement, je n'ai plus en tête, mais c'est faramineux. Bon, il y a toute une industrie là derrière. Quand on voit les subventions accordées aux associations, moi, j'aimerais bien que tous les présidents d'associations caritatives soient obligés, dès qu'ils arrivent sur un plateau de télé, d'indiquer le montant de leur rémunération. Vous seriez effarés d'apprendre les mensualités de salaire que ces gens-là perçoivent. Il y a tout un commerce du droit des migrants. C'est tant sur le plan de l'aide juridictionnelle que sur le plan des associations, des subventions, des aides d'État. C'est colossal. Je mets en balance cet événement avec la sortie de ce film, Les Barbares, qui nous assomme une fois de plus avec sa moraline immigrationniste, alors que voilà, on a cette jeune fille qui n'aurait jamais dû subir ce qu'elle a subi, qui n'aurait jamais dû mourir si l'État avait fait son travail. Et c'est intolérable. Je ne comprends pas comment un esprit en fait peut. Et pourtant, on voit que la gauche, une fois de plus, notamment chez pas mal de personnalités de la France insoumise, on a vu la réaction de Sandrine Rousseau, celle de Mathilde Panot. Ils n'ont pas de pitié, en fait, pour le cas de Philippine. Il y a eu des minutes de silence un peu partout en France. Et puis, il y a eu des personnes qui provoquent. Mettez-vous une minute à la place des parents. Enfin, voilà, cette jeune fille, sachant que cette jeune fille ne faisait évidemment aucune politique. Enfin, et puis on va être très clair, je pense que pour eux, catholiques français, c'est déjà être facho, mais quand vous êtes guide de France, vous n'êtes pas spécialement réactionnaire. Enfin, c'est absurde. On a l'impression, dans leur esprit, il faut empêcher, et là-dessus ils font le travail que veulent les autorités, il faut empêcher la révolte des Français, et il faut empêcher finalement que les gens, un peu comme ça avait commencé pour Lola et pour Thomas, que les gens sortent dans la rue, que les gens disent, donc il faut salir la victime. Il faut salir la victime en se disant, en salissant la victime, quelque part, on suscite un peu moins un sentiment de révolte, un sentiment d'indignation. Pour ces personnes, la possibilité de la récupération politique est un mal plus grand que la mort de la jeune fille elle-même. Et donc, en fait, à partir de là, on est dans une indifférence qui est consternante. On a pu entendre un abruti dire que l'OQTF avait été appliqué parce que maintenant il était en Suisse. On a pu entendre, je ne sais plus quelle délirante dire que, ou un délirant plutôt, c'était un délirant, oui, dire que on aurait peut-être préféré que l'individu assassinât une Marocaine. Vous voyez où on en est. Et on voit aujourd'hui que l'extrême gauche va passer un temps fou à s'indigner de la mort d'un jeune qui refuse d'obtempérer et qui fuit la police. Et de l'autre côté, aura très peu de compassion, ou alors évidemment très artificielle, pour une jeune femme innocente qui ne faisait que se promener dans la rue. Je crois que le jour où tout le monde sera touché, où plus personne ne pourra être vraiment en sécurité, se faire un îlot de confort, ça sera terminé pour le pays en fait. Donc il faut maintenant que tout le monde prenne conscience. On peut aussi regarder un petit peu au-delà de son propre confort individuel et se rendre compte des problèmes que traverse le pays. Je ne comprends pas comment on peut rester insensible par aveuglement idéologique à des choses comme la mort de Philippine récemment. Moi j'ai toujours eu cette impression, le scandale d'Orange Mécanique, de la France Orange Mécanique, c'était celui-là. C'était pas de dire l'insécurité, etc. C'était de dire qui sont majoritairement les auteurs de ce genre d'actes. Et ça, c'est le tabou absolu. Déjà dans la presse locale à l'époque, il fallait
changer le prénom a été modifié avec la petite astérisque qui va bien. On a toujours eu cette culture de la dissimulation, comme si la vérité n'était pas digne d'être comprise, comme si le citoyen n'était pas apte à tirer des conclusions normales. C'est-à-dire on suspecte le citoyen déjà de ne pas être capable de faire face à la réalité. C'est déjà assez mal parti pour ce qui est de la mission d'informer, ce qui est le devoir du journalisme normalement. Et à partir de là, on est dans cette guerre face à lui, puisqu'on sait qu'il ne comprend pas. On doit dissimuler l'information. Si elle échappe, on doit la réécrire, on doit contrôler le narratif, on doit dire... Alors oui, bon d'accord, effectivement, ça peut exister, mais c'est la faute de la société, du chômage, de la précarité, de la police, machin, tout ce qu'on veut, l'enfance difficile, etc. Et on va complètement tordre les faits, parce que les faits sont dangereux pour l'idéologie. Ce sont les faits qui détruisent les idéologies, et là, ils sont tellement massifs et abondants qu'il faut absolument les contrôler. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Les déclarations de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur au journal du dimanche, ont agité la sphère olympique. Soit vous êtes parmi les défenseurs de ça, et donc c'est quelque chose effectivement d'intouchable, de sacré, soit vous montrez que vous êtes capable de le remettre en cause, mais on a l'impression que c'est tout ou rien. Et quand il est revenu pour préciser que quand même, même s'il s'agissait de refaire un petit peu les lois, il n'allait pas faire disparaître l'état de droit, que ça n'allait pas devenir la jungle, les médias ont quand même titré qu'il était revenu sur son propos, comme s'il était revenu en arrière. La fermeté de la politique pénale que les Français demandent est indissociable du respect de l'état de droit. L'état de droit, c'est ce qui protège notre démocratie, c'est ce qui protège tous les citoyens de notre pays. L'expression même de Bruno Retailleau est une expression qui est une expression qu'on a déjà entendue dans la bouche de toute l'extrême droite. Les gens s'imaginent que parce qu'ils sont dans un état dit état de droit, ils sont dans une démocratie. Je suis désolé, mais l'état de droit, ça ne s'oppose pas à la dictature. L'état de droit, ça s'oppose à l'arbitraire. L'arbitraire, c'est le Far West, c'est-à-dire c'est les cow-boys qui font leur police et qui rendent leur justice eux-mêmes. Il n'y a pas de taxe, ils n'appliquent aucun taxe, ils font ce qu'ils veulent, c'est l'arbitraire. C'est une notion allemande, hein, le Rechtsstaat à la base, c'était Bismarck, c'était en gros, oui, l'administration s'astreint à des règles préétablies, qu'elle préétablit elle-même, décidées par une autorité, une puissance, notamment la puissance supérieure. À la base, c'est quand même, dans une société démocratique, on vit en démocratie, la puissance supérieure, c'est les citoyens. C'est l'Assemblée des citoyens qui délibère et qui décide des règles que la société doit suivre. La Constitution, normalement, c'est supposé être le summum de l'état de droit. Cet état de droit, il s'est arrogé le droit, en quelque sorte, de vie ou de mort sur nous, sur le peuple. C'est une autorité ultra abusive et c'est... Je pense, très significatif de ce qu'est devenu l'État aujourd'hui. Il faut limiter l'arbitraire. Le problème est qu'on a eu une construction de l'État de droit qui était très positive jusqu'aux années 70, 80, peut-être encore 90. Mais à partir d'un certain moment, on a eu, alors c'est à différentes époques, typiquement le Conseil constitutionnel a décidé, à mon avis, de commencer les dérives de l'état de droit dans les années 70, quand il a dit qu'il y avait un bloc de constitutionnalité. Ils sortent de leur chapeau des règles qu'ils inventent et ils se prennent pour le législateur, ils se prennent pour les citoyens. Et ensuite, ils estiment... Donc voilà maintenant de quoi est fait l'état de droit. De règles qu'on a sorties de nulle part. Le droit à la vie familiale normale, par exemple. Le droit à la vie familiale normale qui est sorti par le Conseil d'État. Comme un principe général du droit, sorti de nulle part, donc purement création jurisprudentielle, prétorienne, comme on dit, c'est l'expression consacrée, et qui fait qu'on n'a pas pu supprimer le regroupement familial en 77, alors qu'il avait été mis en place en 73, 4 ans auparavant. L'état de droit, on nous dit, voilà, on peut rien faire, c'est l'état de droit, sauf que, déjà, l'état de droit, en fait, c'est l'état du droit, et les droits... on va pas vous l'apprendre, ne cesse d'évoluer. Comme la Constitution, d'ailleurs, qu'on nous annonce à chaque fois. Non, on peut pas toucher, là, le Laurent Fabius qui arrive avec ses grandes certitudes, on peut pas toucher la Constitution. Je rappelle juste qu'il y a quelques mois, on y a touché pour foutre l'IVG là-dedans, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut le changer, mais uniquement dans le sens du progrès. Sinon, ça marche pas. Si vous voulez, le progrès, c'est l'émancipation de l'homme sur Terre. C'est Robert qui se faire greffer un utérus ou Janine qui se faire repousser des roustons. Là, ça marche. C'est accoucher d'un homme nouveau, quoi. En fait, ça s'appelle le fascisme, mais juste le style en moins, quoi. Ce sont des règles sorties de nulle part, décidées par les élites occidentales dont on a parlé, qui sont toutes ou presque progressistes, à 90%, qui sont progressistes, et qui enferment la véritable voie de la
puissance et comment dire, la véritable autorité qui est les citoyens. Il existe maintenant un tel mécontentement dans l'opinion publique, une telle prise de conscience dans l'opinion publique qu'on va se retrouver en présence de ce que ce brave Saint-Just appelait la force des choses, concept dont on ne tient pas assez compte et qui souvent bouleverse tout. Quand la force des choses se met en mouvement, personne ne l'arrête. Et on a l'impression qu'il y a quand même, malgré l'inertie, malgré la fatigue, malgré l'abrutissement et tout ce que l'on peut énumérer comme signe clinique d'avachissement, on a l'impression que la prise de conscience dans l'opinion publique devient de plus en plus virulente. La seule résistance possible, ça serait encore une résistance révolutionnaire de gens, de petits résistants qui, ici ou là, vont peut-être se grouper pour se protéger les uns les autres, et je les y engage. Je crois que là où on en est, il faut se préparer à protéger son village, son coin, des agressions barbares qui vont continuer, des attaques barbares qui vont se développer, parce que si on a à Paris des Macron, des Mélenchon et compagnie qui sont au pouvoir, on ne sera pas défendu, au contraire.